Bonjour à tous. Dans la dernière vidéo, j'ai décrit une partie des officines de la guerre culturelle et linguistique que nous livrent les États-Unis et, dans une moindre mesure, l'Angleterre. Il n'y a guère de mérite à exposer cela dans la mesure où l'information est dans le domaine public. Il suffit d'aller la chercher. Cependant, il faut remarquer que ces officines auraient été totalement impuissantes sous certaines conditions. Il faut revenir ici aux grands principes universalistes qui découlent rarement de considérations altruistes. En effet, les grands principes universalistes répondent davantage à des impératifs et des intérêts bassement matériels déguisés par ceux qui les énoncent. Il en a été ainsi du principe de la liberté de navigation, brandi par l'Angleterre au XVIIe et XVIIIe siècle pour assurer sa suprématie maritime. Il en a été de même pour le libre-échange décrété par les pays occidentaux au XIXe et XXe siècle pour contraindre la Chine à écouler les marchandises occidentales sur son marché intérieur au nom de la politique de libre-échange, qui serait assez sot pour se dresser contre la liberté, en effet. Pour la petite histoire, cette liberté a eu pour résultat la mise en place du trafic de l'opium organisé par les Anglais des Indes vers la Chine au début du XIXe siècle, ce qui a eu comme conséquence la mort de millions de Chinois jusqu'en 1949. La liberté d'information relève du même principe, fermement défendu par les États-Unis au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale pour asseoir leur suprématie idéologique. Dans leur bataille pour la conquête de l'imaginaire des peuples, qui est le gage essentiel de la pérennité d'une nation, les États-Unis avancent un argumentaire reposant sur une double articulation. Un argument intellectuel d'abord, le principe de la liberté de circulation de l'information et des ressources, et un argument pratique. Cet argument pratique est l'affirmation par les États-Unis qu'ils sont la seule grande démocratie au monde à ne disposer ni d'un ministère de la culture, ni d'un ministère de la communication, dans une communication à sens unique, c'est-à-dire sans publication des répliques possibles à une telle affirmation. Cet argument est d'ailleurs souvent repris par les américanophiles ou les collaborateurs stipendiés par les États-Unis. Quant à l'Angleterre, contrairement à la France, elle n'a pas d'académie de la langue, ce qui laisse supposer une absence de politique linguistique et, a fortiori, aucune volonté d'impérialisme linguistique. Pourtant, en dépit de tels principes intellectuellement séduisants, nous avons vu dans les vidéos précédentes que le résultat pratique est une véritable colonisation culturelle et linguistique des populations européennes non anglophones. Cela nous aide à comprendre pourquoi certains pays restent extrêmement vigilants en ce qui concerne la diffusion de l'information par des entités étrangères. Parmi ceux-là, on trouve les pays où l'information reste un monopole d'État exclusif. Il y a aussi ceux qui étiquettent comme agents étrangers les organismes étrangers financés de l'extérieur et dont la raison d'être est justement de diffuser de la propagande diffusée en information. Pourtant, les États-Unis insistent ainsi pour que les États de toute la planète abolissent tout contrôle sur toute information qu'ils reçoivent de l'extérieur ou d'agences étrangères implantées sur leur territoire. C'est ainsi qu'en France, au Québec, en Suisse romande, comme dans la plupart des autres pays francophones, les organismes étrangers diffusant la propagande des pays qui les financent ne reçoivent aucune étiquette particulière et sont libres de diffuser ce qu'ils veulent tant qu'ils ne remettent pas trop en question les orientations atlantistes, européistes et otanesques. Sinon, ils perdent leur licence
et sont censurées. Tant pis pour la liberté d'expression, même si elle est à sens unique et donc jamais contredite. Mais revenons-en à la langue. Pourquoi diable vouloir à tout prix et par n'importe quel moyen imposer l'anglais à des populations qui fonctionnent parfaitement dans leur propre langue? Quel est l'intérêt? La réponse est la suivante. On sait que la classe dominante états-unienne est habitée, au moins depuis la Seconde Guerre mondiale, d'un projet cohérent et explicite d'hégémonie planétaire. Ceux qui en doutent encore pourront consulter The Project for a New American Century. Il s'agissait d'un consortium de têtes prétendument pensantes qui a fonctionné de 1997 à 2006 et qui a formulé une liste de recommandations destinées aux principaux responsables du gouvernement des États-Unis pour maintenir l'hégémonie états-unienne là où elle s'exerce et l'étendre si possible davantage. Je ferme ici la parenthèse. Pour en revenir à la question posée, quel est l'intérêt? Je dirais ceci. Les États-Unis et l'Angleterre, bien avant eux, savent pertinemment que toute conquête durable suppose à terme l'obtention de l'allégeance spontanée des populations ciblées, ou au moins de ses élites locales. Le meilleur moyen d'y parvenir a toujours été l'intégration, l'assimilation, c'est-à-dire le transfert des valeurs, des principes, des modes de vie et des formes d'expression des nouveaux maîtres vers les nouveaux sujets. Même si elle n'est pas acquise dès la naissance, l'appartenance au groupe fondé sur la pratique d'une culture et d'une langue commune fait naître des liens intimes, irrationnels, intériorisés et infiniment plus fiables à long terme que la coopération fondée sur les seuls intérêts économiques ou sur l'acceptation rationnelle de principes explicites de fonctionnement définis par exemple par des traités internationaux. Le premier ministre des Indes, Nehru, reçut une éducation britannique dans les universités anglaises. On ne pouvait trouver à son époque aux Indes de meilleurs amis de l'Angleterre et de ses institutions que Nehru et sa famille. Il s'était formé entre lui et ses colonisateurs une complémentarité de vues, une intimité et une connivence dont il ne pouvait plus se débarrasser. Dans la pratique, toutefois, cela dépend de la durée de la période éducative, du niveau des études entreprises et des contacts établis. Aujourd'hui, la French American Foundation, ou Fondation franco-américaine, organisme d'influence des élites et d'embrigadement de jeunes talents pour incubateurs d'oligarques ou de futurs dirigeants, essaye de faire pareil en France avec son programme de Young Leaders pour faire émerger des jeunes dirigeants. C'est ainsi qu'est devenu Young Leader un certain Emmanuel Macron en 2012, un certain François Hollande en 1996, Alain Juppé, un ancien ministre français qui fut adoubé par la Fondation en 1981, et même un certain Jacques Toubon en 1983. Toutefois, dans ce dernier cas, il faut noter que Jacques Toubon n'est pas un très bon Young Leader pour appuyer les intérêts états-uniens, dans la mesure où il est l'auteur de la loi de 1994 relative à l'emploi de la langue française en France et dont le but était d'interdire l'usage croissant de l'anglais dans de nombreux secteurs de la vie civile française. Certains d'entre nous se souviennent du film Gandhi, sorti sur les écrans en 1983. Gandhi déménage en 1893 en Afrique du Sud. Et on se rend compte, au début du film, qu'il est résolument anglophile. Il se considère avant tout comme un citoyen de l'Empire, jusqu'à ce qu'il s'aperçoive qu'il ne bénéficie absolument pas des mêmes droits que les Anglais qui occupent son pays d'origine,
même si la présence anglaise aux Indes orientales est extrêmement faible, de l'ordre d'un habitant pour 1750 Indiens en 1901. Gandhi est le citoyen d'une colonie, mais il ne se rebelle contre l'ordre établi que quand il se rend compte qu'il n'est pas du tout à égalité avec le colonisateur. Il faut faire ici une parenthèse pour faire remarquer que nous avons tous été à un moment ou à un autre colonisés par une puissance étrangère. Depuis toujours, la conquête militaire et la colonisation sont les lots de l'humanité. C'est un fait indéniable. On comprend aussi que l'effort de colonisation entrepris à diverses époques par diverses puissances s'est appuyé sur le missionnariat et la diffusion de la religion qui l'accompagnait. La diffusion de l'islam suit ou précède de près la conquête arabe, qui permet également la diffusion de sa langue, qui est bien sûr la langue de la liturgie islamique. Très vite, après l'hégire, c'est-à-dire l'ère de l'islam qui débute en 622 après Jésus-Christ, des pays comme la Syrie, ancienne province romaine, deviennent effectivement arabes. Tout autant que la diffusion de la religion, la diffusion de la langue est assurée brutalement par une poignée d'Espagnols en Amérique centrale et en Amérique du Sud, qui, de plus, l'accélèrent encore par un métissage massif avec les populations autochtones. Les croyances religieuses, et encore plus une langue commune, entraînent des convergences importantes de conceptions qui sont la base des connivences recherchées entre le peuple dominé et celui qui aspire à dominer. La Gaule fut colonisée par les Romains, mais en dépit de la résistance initiale de Vercingétorix, la présence de l'occupant fut finalement acceptée, car il apporta avec lui une organisation sociale, la culture gréco-romaine, basée sur l'écriture, inexistante chez les Gaulois, et des techniques infiniment supérieures à ce qui existait dans la Gaule de cette époque. Les Romains créaient des villes, des routes, des bâtiments publics, des aqueducs. Ils édictent un code civil, n'oubliant pas non plus que ce n'est qu'au XVIIIe siècle que le monde occidental put rattraper le niveau de productivité de l'ancienne Rome sur le plan purement économique. De plus, les Romains interdisent les sacrifices humains, et très vite, ils s'assimilent à la population locale pour former les Gallo-Romains. Progressivement, il n'y eut plus de distinction entre Romains et Gaulois. Mais revenons-en à nous autres, francophones du XXIe siècle, et au rôle de notre langue dans le secteur crucial de la découverte scientifique et du développement des techniques qui conditionnent en grande partie notre avenir. Je me propose ici de démontrer que l'actuel quasi-monopole du savoir technico-scientifique moderne détenu par les Anglo-Américains, qu'il soit réel ou imaginaire, n'est pas lié au seul mérite de leurs chercheurs et de leurs ingénieurs. Dans une large part, il est la conséquence directe de l'adoption de la langue anglaise comme langue internationale en sciences et en technologie, démultipliant ainsi la visibilité du monde anglophone, du monde anglo-saxon, dans ces secteurs au détriment de celle des autres. À terme, l'usage de plus en plus répandu de l'anglais dans les laboratoires de recherche, qu'il soit librement choisi ou imposé, aboutit à une véritable stérilisation du processus créatif, à un réalignement automatique sur les thèmes de recherche anglo-américains et à des contributions presque exclusivement techniques. La pensée scientifique est probablement condamnée à stagner tant que les langues autres que l'anglais n'auront pas reconquis leur statut d'outils d'investigation et de communication à part entière dans tous les secteurs de recherche. En mai 2001, il y a 20 ans, presque 20 ans de cela, à Québec, l'Association des universités partiellement ou entièrement de langue française, l'OPELF, c'est-à-dire l'ancêtre de l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, organisa un colloque sur le thème du français comme langue scientifique dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire
où était représentée une forte proportion des établissements publics d'enseignement supérieur du monde francophone. Pour la toute première fois, un organisme dépendant de la francophonie institutionnelle proposait de discuter du statut des diverses langues face à l'hégémonie de l'anglais dans les sciences et les techniques. Pour la toute première fois, un organisme financé par les deniers publics des pays de langue française osait donner la parole à des scientifiques mettant ouvertement en doute l'utilité de publier en anglais et avançant aussi l'idée que cette pratique ne fait que consolider le monopole anglo-saxon sur la science et hypothéquer son avenir dans les pays non anglophones. Quand on constate que l'essentiel des communications scientifiques se fait désormais en anglais, remettre en question le statut de cette langue comme vecteur de la science universelle demande beaucoup de courage de la part des chercheurs. C'est plus qu'il n'en faut, en effet, pour qu'il soit mis à l'index, voire traité d'hérétique par le monde scientifique, et plus particulièrement par ceux qui leur sont les plus proches, c'est-à-dire leurs propres collègues de laboratoire. On aura l'occasion, un peu plus tard, de revenir sur le conformisme de la plupart des chercheurs et universitaires, alors que, pour être créatif, il faudrait justement qu'ils sachent sortir des sentiers battus. Or, pendant plus de 40 ans, l'hégémonie croissante de la langue anglaise dans le domaine scientifique semble avoir été passivement acceptée, voire encouragée par les professionnels de la science, à peu près partout. Brusquement, le colloque de Québec soulignait ces aspects délétères par l'occultation des sciences non anglo-saxonnes qu'elle entraîne. Cet événement n'aurait pas dû passer inaperçu, car effectivement, la prise de conscience de ce phénomène conditionne dans une large mesure l'avenir scientifique des pays non anglophones. Je fus invité à ce colloque, mais le contenu des communications qui y furent présentées me laissa sur ma faim, si j'ose dire. Comme dans tous les colloques, des actes furent publiés et rapidement oubliés. La prise de conscience des enjeux ne fut pas au rendez-vous. Et on attend toujours les recommandations et directives à appliquer par la francophonie internationale. On va nous rétorquer qu'il faut des moyens financiers importants. Mais on peut contourner les limites imposées par les moyens matériels et financiers si on a des idées vraiment mobilisatrices, quand elles sont fortes et sous-tendues par des raisonnements indémontables, eux-mêmes étayés par des faits indiscutables et entraînant ainsi des conclusions irréfutables. Dès que nous prendrons conscience de l'ampleur des dégâts accomplis par l'absence de politique linguistique dans les sciences et les techniques, en francophonie, mais aussi dans beaucoup d'autres pays industrialisés non anglophones, les attitudes changeront. Le laisser-faire qui règne actuellement évoluera vite vers une reconquête des langues telles que le français, des champs d'expression dont elles avaient progressivement reculé au cours des 40 dernières années, sous la pression anglophone d'une part, mais aussi, trop souvent, il faut le dire, avec le concours complice de très nombreuses élites non anglophones et qui, au nom d'idéologies telles que la mondialisation, ont évincé de leur propre langue des champs les plus avancés de l'activité humaine. Seuls les imbéciles et les traîtres continuent à agir contre les intérêts de leur société quand ces derniers sont clairement identifiés. La mondialisation met en exergue l'interdépendance de tous les peuples de la Terre dans le monde contemporain. Ce concept s'introduit partout et est amplement relayé par les journalistes et les politiques. Désormais, tous les problèmes semblent n'avoir de solution que si la planète entière s'y implique. Moins innocent qu'il n'y paraît, ce concept rentre bien sûr en conflit avec celui d'État-nation et justifie a priori les ingérences extérieures. Vu sous cet angle, l'interdépendance est le concept indispensable qui sert de support à une invasion
culturelle et linguistique extérieure et aussi à une invasion militaire, si besoin est. Les récents sommets consacrés au réchauffement climatique et au cours desquels la plupart des pays occidentaux appuient la thèse anthropogénique de ce réchauffement avaient bien entendu pour but de faire accepter l'ingérence directe de ce groupe de pays dans la conduite de tous les États souverains. Beaucoup d'observateurs suggèrent que l'idée sous-jacente est de retarder et même d'enrayer le développement des pays émergents et faire en sorte qu'ils continuent à être des réservoirs de main-d'œuvre bon marché et qu'ils ne soient jamais en mesure de concurrencer efficacement les pays développés de quelque manière que ce soit. On pourrait nommer la deuxième idée force l'internationalisme qui a vite caractérisé l'élite états-unienne. Né en 1737 en Angleterre, mais prenant part à la Révolution américaine, j'entends, le philosophe Thomas Paine, par exemple, déclara « Sur quelque point de la terre que ce soit, c'est ici mon pays ». La souveraineté internationale est dans la ligne du Parlement universel de Benjamin Franklin et la société internationale intégralement interdépendante et dans le cadre des idées de Paine qui expriment un désir autant qu'une volonté. Toutefois, il ne s'agit nullement des citoyens de tous les pays, mais uniquement de ceux qui se nomment américains, de pouvoir s'installer, s'ils le désirent, partout sur la planète, sans devoir se plier à une adaptation quelconque. Dans la même veine, aujourd'hui, le sénateur James Inhofe et Steve King, membres du Congrès américain, déclarent que sur les 6000 langues de la planète, il y en a 5999 de trop. Ce sentiment semble aujourd'hui partagé par une partie d'une prétendue élite européenne, plus particulièrement française, qui fait des émules parmi les universitaires et autres intellectuels et qui finissent par se croire eux aussi citoyens du monde, comme ils disent. Cette utopie qui vole bien évidemment en éclats par l'observation, même superficielle, de la diversité des peuples de la planète, révèle malgré tout une surprenante naïveté et une ignorance difficilement excusables à une ère de communication instantanée et de déplacement facile. C'est à cela que l'on voit le poids de l'idéologie et du conditionnement, même s'ils sont totalement contredits par l'expérience. La suite de ce chapitre dans une quinzaine de jours. Bonne fin de journée.